a vu le côté légal plus tôt ce matin en santé-sécurité. Quels sont les conseils que tu aurais à donner pour les employeurs qui ont le souci de procurer un environnement de travail adéquat pour leurs employés? Oui, je suis là, excuse-moi, parce que j'ai beaucoup de messages qui viennent de vous. Démarrer ma vidéo, j'imagine que vous me voyez Oui, pas ça encore, fait beaucoup. Est-ce que vous me voyez maintenant? Oui, on te voit. Oui, bon, excuse-moi. Donc, excusez-moi, Manon, je vais vous demander de répéter votre question parce qu'avec toute la technique, je n'ai pas entendu la fin. Oui, en fait, je pense qu'on ne voit pas, par contre, la présentation. La question, c'est, on a vu le côté légal tout à l'heure de la santé et sécurité au travail avec le volet animé par ma collègue Caroline, mais le côté pratique, le côté conseil pour les employeurs dans le quotidien au niveau santé-sécurité, au niveau ergonomie, qu'est-ce que tu pourrais donner là, comme conseil et accompagnement là, pour les employeurs à ce niveau-là? Ben, écoutez, c'est sûr que je vais en parler dans la présentation. Je suis beaucoup dans la transmission des savoirs pour permettre la prise en charge. Je pense intimement que pour travailler ensemble, il faut que les employeurs et les travailleurs se prennent la main et se responsabilisent de part et d'autre, en fait. Donc, c'est exactement ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ça me fait bien plaisir d'être là avec vous pour vous présenter des conseils pratiques. Je pense que en 30 minutes assez constructifs, je suis capable de vous semer un petit peu les idées sur comment voir, en fait, l'ergonomie, comment l'aborder, en fait, en lien avec le télétravail qui est devenu et qui restera probablement régulier, et pour vous aider, en fait, à soutenir vos équipes. Je pense que c'est un peu le message, là. C'est comment est-ce que je peux soutenir mon équipe dans mes connaissances et dans les leurs. Donc, vous voyez bien on est tout oui. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on le voit très bien. Parfait. Donc, je vais commencer vraiment très sommairement en vous disant que l'ergonomie, c'est important de se rappeler que c'est une science qui va s'adresser au confort, à la sécurité et à la productivité. En ce moment, le télétravail soulève un paquet de questions sur ces trois aspects-là. Et quand on fait une analyse ou une intervention en ergonomie, on est intimement attaché à ces concepts-là. On veut absolument que la productivité soit là aussi et que nos conseils de confort et sécurité respectent ça. L'ergonomie, je vais prendre ma souris, voilà. L'ergonomie, son utilité est vraiment beaucoup appliquée au niveau de l'application de normes. Hein. En ergonomie de bureau, on n'échappe pas à ça. On a beaucoup de guides qui nous disent un peu quoi faire, mais l'application de l'ergonomie est faite par beaucoup de concepteurs au niveau de la conception. Maintenant, les ergonomes au Québec vont appliquer ce qu'on appelle une ergonomie d'analyse plus dynamique de l'activité. Et à mon sens, à moi, c'est certain que comme ergothérapeute, je suis attachée à ce concept-là, il y a la prise en charge qui permet davantage cet aspect-là. Donc, si j'arrive aux troubles musculo-squelettiques, l'ergonomie, souvent, on voit ça comme l'ergonomie de bureau comme quelque chose qui est très associé aux troubles musculo-squelettiques. Évidemment, c'est les premiers symptômes qui sortent, c'est les premiers appels à l'aide de nos employés. Toutefois, l'ergonomie, dans son évaluation, va prendre en compte pas seulement l'état physique des lieux, l'état physique des symptômes, mais va aussi prendre en considération ce qu'on appelle la charge mentale, donc tout l'aspect cognitif du travail, va prendre en considération dans son évaluation l'aspect social et va également prendre en considération l'aspect organisationnel, en plus des aspects physiques, autrement dit. Donc, l'ergonomie de bureau, il ne fait pas exception. Même si les postes sont des postes qui nous apparaissent plus sédentaires, il y a quand même plusieurs mots associés à ça que vous voyez en ce moment. Donc, les cervicalgies, les tendinites, les épicondylites, ce sont des choses que vous allez entendre, des mots de poignet, mots de coude. Puis parfois, on se demande comment la simple souris peut être un problème au niveau du coude, mais effectivement, ça peut causer ce type de problème-là. Donc, en prévention, ce qu'on veut, c'est identifier et corriger, mais on veut aussi pouvoir contrôler et on veut que ça soit un phénomène continu. Donc, oui, c'est vrai que l'analyse ergonomique va identifier les problématiques, va permettre de corriger un poste, d'ajuster un poste, mais si on veut que ça vive et que ça soit dynamique, on doit penser aussi
à comment, au fur et à mesure, mon employé va auto-analyser son poste de travail, qu'il soit à la maison, qu'il change de bureau à la maison, d'espace, qu'il soit au travail ou qu'il change d'espace au travail. Donc, on veut qu'il puisse être en mesure de générer des solutions au fur et à mesure. Et pour ça, il doit comprendre. Okay? Il doit comprendre quels sont les facteurs de risque en lien avec mon travail de bureau, donc avec un travail à l'informatique, spécifiquement avec mon travail à moi, avec mon type de travail que je fais, et dans un environnement qui peut être changeant si je suis à la maison versus si je suis au bureau. Donc, en augmentant les connaissances, on va responsabiliser notre travailleur, puis on va lui donner les outils pour agir vite. On sait que les troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs, en moyenne, peut prendre jusqu'à 88 jours à se résorber. OK? Donc, on ne veut pas que ça s'installe, les troubles musculo-squelettiques. On veut voir ça arriver à avoir une prévention pour qu'il y ait une meilleure prise en charge. Donc, on veut augmenter les savoirs des troubles musculo-squelettiques et leur apparition. On veut augmenter les savoirs au niveau de l'ajustement du poste. On veut avoir plus de stratégies d'organisation pour nos employés, justement en lien avec cette charge mentale. Puis, on veut qu'ils soient en mesure de gérer les inconforts, en fait, au niveau de son corps aussi, mais au niveau du stress. Donc, comme employeur, comme gestionnaire, c'est important que vous aussi, vous connaissiez le système de développement d'un trouble musculo-squelettique, mais aussi à quel moment je dois agir. Souvent, on agit un peu trop tard. Hein? On agit quand c'est déjà installé, alors que déjà en amont, on aurait des outils pour le faire. Donc, première étape, puis je pense que ce qui est le plus important, c'est l'aspect, ça disparaît après le travail. Okay? Fait que des inconforts, c'est normal qu'on en ait. Quand on est assis toute la journée, il y a des courbatures, il y a des inconforts. À partir du moment où ça disparaît après le travail, on n'est pas dans un développement des troubles musculo-squelettiques, mais on devrait déjà commencer à agir sur notre confort, hein, pour éviter que notre sécurité soit mise en cause. Et veut pas, quand ces deux-là sont affectés, notre productivité aussi va se retrouver affectée. Donc, la deuxième étape, c'est vraiment quand la douleur va persister après le travail. Fait qu'un employé qui traîne ça toute la soirée, là, on est vraiment dans un état qui est encore réversible, mais c'est important d'agir de façon plus proactive, hein? D'aller vers des soins, de faire attention à certains aspects. Et quand on peut vraiment dire qu'il y a un trouble musculo-squelettique qui est vraiment bien installé, c'est quand on est vraiment perturbé au niveau de notre sommeil. Donc, le sommeil est excessivement important pour la récupération physique. Donc, un employé qui a de la misère à dormir, qui a des inconforts, qui dort pas bien, qui récupère pas bien, qui traîne cette douleur-là, on a déjà dépassé. Donc, déjà de prendre connaissance, de s'assurer qu'on sait un peu qu'est-ce qui se passe, comment elles vont, qu'on peut se questionner cet aspect-là, ça nous aide à gérer, en fait, à moyen terme, ce qui pourrait se passer au niveau des troubles musculo-squelettiques. Les facteurs de risque de troubles musculo-squelettiques, je vous présente ici les trois principaux en ergonomie de bureau et que je pense sont amplifiés de ce que je constate actuellement au niveau du télétravail, donc des postures contraignantes, la posture statique prolongée qui est encore plus prolongée actuellement pour un paquet de raisons, puis les facteurs psychosociaux et organisationnels. Au niveau de la posture contraignante, ce qu'on veut, c'est avoir une posture le plus neutre possible quand on est assis. Okay? Donc, une posture contraignante va s'éloigner, en fait, de la posture neutre, va être en fin d'amplitude et va venir tirailler, si vous voulez, nos structures. Fait qu'on veut éviter le plus possible cet aspect-là au niveau du travail. Le diaporama que je vous présente va être disponible. Hein? Donc, inutile de copier tout ce qui va apparaître à l'écran. Je l'ai mis disponible sur le site pour vous. Donc, ça, c'est la posture neutre qui permet d'aider à nos travailleurs de bien comprendre quand ils s'installent en télétravail, tout comme quand ils s'installent au bureau. Il doit essayer de retrouver cette posture-là qui va procurer, en fait, le plus de repos et de confort au corps. Okay? Quand on dit confort, on dit aussi moins d'énergie dépensée à maintenir une posture. Donc, on veut avoir les pieds en appui, on veut surtout avoir le dos appuyé, je vous dirais. Dos appuyé, épaules détendues, avant-bras soutenus. C'est des éléments clés au niveau de l'ergonomie de bureau, que ce soit les avant-bras soutenus sur la chaise ou sur la table. Donc, on veut bien comprendre cette posture-là, puis leur transmettre cette base-là qui va guider, en fait, leur choix d'environnement, leur choix de chaise, etc.
la chaise de travail, on me demande souvent, est-ce que les équipements, c'est important? C'est important dans une certaine mesure, je vous dirais, mais la pierre angulaire de l'ergonomie de bureau et surtout du télétravail régulier, hein, parce qu'on peut très bien s'accommoder d'une chaise à la maison ou de travailler à la table de la cuisine de façon temporaire, mais la chaise de travail devient une pierre angulaire dans l'équipement. Ce qu'on veut, c'est qu'elle soit compatible avec ma morphologie. Donc, les ajustements sur ma chaise doivent permettre d'être compatible avec la longueur de mes jambes, avec la longueur de mon tronc, avec ma grosseur ou ma forme, et doit me permettre d'être confortable sur le plan subjectif. Et surtout, avoir un appui lombaire qui est adéquat. Okay? En position assise, on a 40 plus de pression au niveau du bas du dos qu'en position debout. Donc, on veut rétablir le plus possible la courbure naturelle de notre dos et le support lombaire y est pour beaucoup. Ce qui nous permet d'être plus versatile dans le choix de notre environnement de travail, c'est que le siège soit ajustable en hauteur, okay? Pour pouvoir s'accommoder à la surface de travail qui est disponible à la maison, entre autres. Et des appuis-bras qui sont ajustables, et notamment au niveau de la largeur, parce que c'est souvent une problématique pour les femmes. Une assise plus large pour nos hanches, mais avoir des appuis-bras plus étroits, en fait, pour nos coudes. Le portable, qui est souvent l'outil le privilégié au niveau de l'emploi, parce que c'est très facile quand on a à se promener d'une réunion à l'autre, quand on a à se promener à la maison. C'est une problématique sur le plan ergonomique, dans le sens où ça ne permet pas d'avoir le clavier au bon endroit et l'écran au bon endroit par rapport aux recommandations pour maintenir une posture. Okay? Si la chaise ou notre choix de chaise nous permet d'adopter une posture de référence ou une posture neutre, ce sont nos équipements autour de nous, la façon qu'on va les disposer autour de nous qui vont nous permettre de maintenir cette posture-là dans le temps. C'est pour ça qu'il faut être dynamique dans l'analyse de ça, parce qu'une personne qu'on regarde assise, c'est une chose, mais quand on la voit bouger, on se rend compte que ses tâches, finalement, l'amènent à sortir de cette posture-là. Donc, le portable nécessite des éléments extérieurs, des équipements extérieurs pour favoriser cela. Ensuite, la posture statique prolongée. Écoutez, le télétravail égale sédentarité. Les gens ne sortent plus de leur petit bureau, ne sortent plus de la maison. Donc, c'est un enjeu de les faire bouger ici. Et on a tendance à rester assis beaucoup plus longtemps à notre poste. On n'a pas de collègues à aller déranger ou à aller questionner, ou on n'a pas l'imprimante qui est dans la pièce à côté. Donc, il faut essayer de réorganiser nos tâches en télétravail puis d'aménager notre environnement avec de la créativité pour se lever le plus souvent possible. Donc, on peut avoir des livres pour élever notre écran. On peut utiliser une couverture roulée dans le bas de notre dos quand notre chaise n'est pas adéquate momentanément. Donc, on doit trouver des façons pour travailler à l'îlot, pour travailler aussi, faire de la relecture sur une étagère. Donc, on doit ajouter de la mobilité dans notre travail, sans nécessairement se munir d'un bureau assis debout. On peut sélectionner des tâches qui vont nous permettre de faire les choses debout, de faire une réunion par Zoom debout, de faire nos téléphones en position debout. Quand on n'a pas beaucoup de dactylo à faire, de faire de la relecture debout. Donc, on veut amener de la mobilité. Mais pour ça, il faut réfléchir à notre organisation de travail en fonction aussi des contraintes. Un dernier élément que je veux aborder dans les facteurs de risque, on a vu la posture contraignante, hein, donc avoir une posture assise le mieux possible. On a vu d'essayer de briser le statisme qui est augmenté légèrement en télétravail à cause d'avoir moins d'interactions autour de nous. On a les fameux facteurs organisationnels et psychosociaux qui sont documentés déjà depuis longtemps comme étant des facteurs précipitants aggravants à l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Okay? Donc, le premier, c'est la demande psychologique. Donc, ce que je vous présente là, j'ai pris ça dans différentes sources, mais ce sont les principaux qu'on entend parler puis qu'on évalue à travers différents questionnaires, en fait, pour voir un petit peu où on se situe. Donc, la demande psychologique, à la charge de travail, donc, et l'augmentation de la pression qui peut être exercée sur une personne. Ça peut venir de nos collègues, ça peut venir des clients, ça peut venir de notre supérieur immédiat. Des fois, c'est pas nécessairement voulu de cette façon-là, mais la personne peut le ressentir comme une pression. Et tous nos changements de gestion en lien avec le télétravail, possiblement une phase un peu plus
maladroite, où est-ce qu'on essaie de mettre des choses en place, mais que tranquillement, on essaie des choses, puis ça peut être vécu, en fait, comme de la pression aussi. Donc, c'est de se questionner et de prendre le temps de regarder si on a un impact ou si on a tendance à agir sur la charge et sur l'augmentation de la pression. Un autre élément, c'est la latitude décisionnelle. Okay? Donc, en général, on parle beaucoup de manque de contrôle sur son travail et de manque d'autonomie. En télétravail, il y a des personnes qui souffrent d'avoir trop d'autonomie aussi, parce que c'est un cadre complètement différent. Je suis à la maison, je suis sur ma propre discipline, je me sens des fois isolée, je me sens seule dans ce que j'ai à faire, je dois m'adapter au manque de contacts sociaux et cette grande autonomie-là peut être plus difficile. Le manque de contrôle, c'est vraiment, est-ce que dans mon travail, j'ai beaucoup d'échéanciers? Est-ce que j'ai beaucoup de comptes à rendre? Est-ce que j'ai beaucoup de choses qui viennent de l'extérieur, qui ne me permettent pas, en fait, d'organiser mes choses en fonction d'eux? Et en télétravail, une des choses qui nous ajoute un peu un manque de contrôle, à mon sens, à moi, c'est le fait qu'on n'est plus tout seul en télétravail. On a aussi pour certains, des adolescents qui sont en téléétudes. Donc, on a moins de contrôle sur comment on voudrait que ça se passe dans notre environnement ou le calme qu'on a besoin. Le soutien social est un autre élément facteur de risque psychosocial, c'est-à-dire que l'aspect de reconnaissance, et ça, on en parle beaucoup, la reconnaissance dans les dernières années, comment c'est important, mais il y a aussi le manque de soutien perçu. Okay? Donc, soit par notre gestion ou par nos collègues. Et le télétravail amène une forme d'isolement. Et j'insiste sur le perçu parce que même si on donne un certain niveau de soutien, c'est important de vérifier s'il convient aux besoins de nos travailleurs, en fait. Donc, en télétravail, ça va être un peu cet aspect-là aussi à vérifier. Donc, reconnaissance, soutien vont ajouter, en fait, un facteur plus psychosocial, un facteur de stress. Le manque et la mauvaise communication, okay, donc, sont aussi des facteurs documentés au niveau des facteurs de risque. Puis l'insécurité de la situation de travail. Donc, en ce moment, il y en a peut-être certains qui sont dans une organisation justement qui est fortement affectée par la pandémie. C'est un facteur de stress de plus, en fait. Donc, ces éléments-là vont ajouter, en fait, un stress. Je vous explique pourquoi les facteurs psychosociaux sont si importants, c'est qu'ils vont augmenter notre tension musculaire. Hein? On a souvent des gens qui vont se plaindre de maux de cou, de trapèzes très tendus, de courbatures. Et en effet, quand on est très tendu, stressé, il y a une accumulation démontrée au niveau de la musculature, notamment des trapèzes. Chez les femmes, un petit peu plus, même d'incidence au niveau du cou et des épaules. Donc, cette augmentation des tensions musculaires-là font qu'on travaille sur un corps qui est encore plus tendu que d'habitude, d'où le lien, en fait, entre les troubles musculo-squelettiques aux membres supérieurs et au dos et les facteurs de risque psychosociaux. Donc, on a les postures contraignantes, on a les travails statiques, les postures statiques, les facteurs psychosociaux. Donc, un qui vont directement influencer notre charge physique et un autre directement notre charge mentale, qui un augmente l'autre et donc on a à ce moment-là une combinaison entre les deux. Donc, quand je comprends qu'est-ce que je cherche comme posture de référence, quand on comprend que l'augmentation de mon travail statique est néfaste, on peut mieux organiser notre travail en conséquence. Ensuite, quand on comprend d'où viennent nos inconforts par rapport à ces facteurs-là, on peut générer aussi des solutions pour essayer de réaménager nos façons de faire au niveau du travail, au niveau du télétravail aussi. C'est sûr que ce que je vous dis aujourd'hui, ce sont des trucs qui sont généralisables quand je suis au bureau également ou quand je change d'environnement de bureau. Si j'ai ces connaissances-là ou que je suis capable de générer ces solutions-là, je vais pouvoir les générer autant dans mon environnement à la maison que mon environnement de travail. Donc, quelques petites stratégies au niveau du télétravail pour favoriser justement une organisation, une meilleure posture. Tout ça, c'est de bien choisir le lieu, la pièce, pour favoriser un niveau de concentration qui va être adéquat, qui va nous permettre d'être productif. Si je ne suis pas productif, je suis plus tendue. Si je suis plus tendue,
mon corps est plus tendu, il réagit moins bien aux facteurs de risque physique, etc. Okay? Donc, un endroit où est-ce que je peux me concentrer, où est-ce que j'ai le contrôle de la température, de l'éclairage et du bruit. Parce que ces éléments-là ont une incidence sur l'ergonomie de bureau. Si j'ai froid, je grelotte, je vais me tendre encore plus, je vais adopter des mauvaises postures pendant que je travaille. Si mon éclairage est mauvais, OK, je vais adopter des mauvaises postures pour mieux regarder dans mon écran, pour éviter les reflets. Je vais accumuler peut-être une fatigue visuelle, des symptômes, des signes de fatigue visuelle, des maux de tête. Et là, tout ça, dans le fond, va s'ajouter en fait à mon confort et la sécurité en fait de ma santé, si on veut. Le bruit aussi peut être un élément perturbateur au niveau de la charge mentale. On veut créer une forme de barrière entre notre vie personnelle et professionnelle. On n'a pas tous la possibilité d'avoir une pièce qui permet de contrôler tout ça. Des fois, on peut s'organiser dans un espace, mais on peut aussi avoir, comme je vous montre à l'écran, c'est une solution très simple, parce que je vais isoler. Donc, une fois que le travail est terminé, je peux isoler cet espace-là de ma maison. C'est terminé. Une des choses qu'on entend beaucoup et qu'on voit, c'est que nos heures de travail s'allongent, nos journées s'allongent. On a tendance à retravailler le soir parce que on n'a jamais eu à gérer cette barrière-là qui était là avant par la distance entre l'entreprise et la maison. Et on a tendance à être rapidement au travail le matin, puis de peut-être finir un peu plus tard. Les casques avec atténuer le bruit extérieur aussi permet de se créer une bulle, permet d'être plus concentré, plus productif. Établir une entente avec les membres de la famille, justement pour la gestion, notamment des interruptions. Okay? En télétravail, c'est une nouvelle réalité. Comment je m'organise, l'accès à la technologie, l'accès au Wi-Fi, mais aussi au niveau de mon travail comme tel. On veut refaire un peu le même code de vie qu'on avait peut-être au bureau, parce qu'on est dans un air ouvert, de voir, bon, ben, je peux pas être dérangée, je suis pas disponible, mais c'est pas parce que je suis à la maison que je suis disponible. Réduire les sources de distraction, donc évidemment les distracteurs externes, mais aussi tous les distracteurs internes, dans le fond, avoir des trucs pour gérer cet aspect-là. Vous avez un graphique ici qui vous démontre un petit peu à quel point la concentration avec des dérangements multiples va être affectée. Ça prend, c'est environ 8 minutes pour retrouver la même concentration qu'on avait quand on est dérangé par une interruption. Donc, ça fait partie des éléments à aider nos gens à trouver des solutions. Construire une routine, un horaire fixe aussi, mais qui va être en fonction, comme je vous ai dit, des troubles musculo-squelettiques. Hein? Donc, si j'ai des tâches très, très demandantes à faire, je dois penser aussi en termes de posture statique ou de posture. Comment je vais, si je sais que je suis très, très impliquée dans mon travail, que je suis très concentrée, je ne bougerai pas, je vais rester assis très longtemps. Et encore là, même si j'ai la meilleure chaise ergonomique possible, de rester assis 8 heures de temps va devenir un facteur de risque qui va être là quand même. Donc, oui, avoir une bonne posture, essayer de la briser le plus souvent possible, mais quand je construis ma routine, je peux essayer d'organiser certaines tâches en fonction, en fait, d'un changement de posture. Donc, planifier la journée suivante, prioriser les tâches en degré d'importance, degré d'urgence, prendre mes courriels de façon stratégique pour éviter les interruptions, avoir une plage de gestion d'imprévus, coller des tâches, en fait, particulières à des postures, hein, donc, comme je disais tantôt, les réunions debout, les téléphones en marchant dans mon salon pendant que je réfléchis et que je discute avec la personne. Donc, il faut essayer d'intégrer plus de mouvements à la maison parce que le fait de ne pas sortir, de ne pas se déplacer dans nos espaces de travail, on voit que c'est dérangeant, que ça amène en fait une surcharge physique auprès des gens en fait que je forme et qui nous rapportent un peu tout ça. Un dernier outil qui est important d'amener, c'est que dans la posture contraignante et la posture statique, et aussi pour les facteurs psychosociaux et organisationnels, mais plus psychosociaux, il y a toute la notion d'intégrer ou de s'assurer que les gens intègrent des micro-pauses, connaissent aussi des étirements qu'on peut coller à des micro-pauses. Une micro-pause, en réalité, c'est un arrêt de 15 à 20 secondes. Donc, à partir du moment où je me lève pour aller chercher un verre d'eau,
j'ai nécessairement, je change de posture, je brise la posture statique et on souhaiterait que nos travailleurs fassent ça 3-4 fois à l'heure, de changer de position. Donc, d'avoir des trucs, des étirements et même de commencer vos réunions avec une micro-pause pour leur offrir ça, de provoquer des rencontres qui se font debout ou qui débutent avec un petit étirement, un petit échauffement qui va cibler notamment les membres supérieurs, le cou, le dos pour aller rétablir en fait la musculature le plus au neutre. Ça peut être des outils intéressants à intégrer dans votre gestion ou dans vos méthodes. On le voit beaucoup en industrie, en manufacture, les CT scans, les toolbox, les gens en industrie qui font du travail très physique vont souvent intégrer ce genre d'éléments-là, mais on dirait que dans le travail de bureau, on a moins tendance à l'intégrer parce qu'on a l'impression que notre travail n'est pas exigeant physiquement. Par contre, de maintenir une posture statique toute la journée en posture assise, c'est exigeant. Je ne sais pas si je l'ai nommé tantôt, mais la posture assise génère 40% de plus de pression dans le bas du dos que la posture debout. Et là, la question qu'on me pose souvent, c'est oui, mais est-ce que les postes assis debout, c'est sûr que les postes assis debout, c'est fort intéressant au niveau de la mobilité. Par contre, il faut le gérer, ça. Parce qu'une posture debout prolongée n'est pas mieux et n'est pas toujours compatible avec les tâches de vos employés. Un ingénieur qui fait beaucoup de dessins ou un dessinateur technique qui a 2 souris ou qui fait beaucoup de choses très techniques va favoriser une posture assise pour fixer sa posture puis être plus en mesure de bien contrôler la souris. Les tâches à très forte concentration, on a plus tendance à le faire assis. Donc, il y a différents éléments qu'il faut prendre en considération. C'est pour ça que de leur permettre d'être créatifs dans la façon de s'installer à la maison, de changer d'endroit, d'associer des tâches à des positions debout, ça permet en fait d'insérer ces stratégies-là sans nécessairement obliger à l'achat d'équipement. J'ai déjà fait le tour des grandes matières. On a quand même du temps de questions, donc... Oui, merci Pascaline. Toujours intéressant de t'entendre. J'ai quelques questions qui sont entrées pendant ta conférence. Une question qui est assez à propos, par quoi l'employeur devrait commencer pour aider ses employés, là, un employeur qui a le souci là, de savoir que ses employés sont bien installés en télétravail, par quoi il devrait commencer pour s'assurer que tout est bien, tout est en place? Je pense que la première étape, c'est vraiment de permettre aux travailleurs, ou en tout cas à un acteur extérieur, ou décider comment, mais il faut analyser la situation. Parce que c'est pas vrai que ça prend absolument un paquet d'équipements. Il faut commencer par voir le poste, la situation, qu'est-ce qui manque pour essayer de diminuer ces facteurs de risque-là. OK? C'est la première étape. Et il faut accorder une importance aux différents corps de métier, aux différents travailleurs qui font des tâches différentes. Donc, la première étape, c'est quoi la relation que j'ai avec l'ordinateur? C'est quel genre de tâches je fais? Est-ce que je fais surtout du courriel, de l'appel, tout ça? Ensuite, est-ce que ce que j'ai à la maison ou la façon que je suis organisée permet de diminuer les facteurs de risque de posture contraignante et tout ça? Deuxième étape, c'est souvent la chaise, qui est un ancrage important, surtout quand on parle de télétravail qui va être régulier. Donc, est-ce que à ce niveau-là, c'est là, mais je pense qu'il faut favoriser que le travailleur soit en mesure de faire ce travail-là, d'auto-évaluer son poste, de comprendre c'est quoi les éléments manquants. Donc, je reviens au savoir. Je pense que des fois, on commence par le savoir et là, c'est les travailleurs qui vont nommer peut-être ce qui est suffisant ou insuffisant dans leur environnement plus physique. Tu as parlé de chaises. Je pense que c'est un des facteurs qui est le plus important. Il y a toutes sortes de types de chaises.
ergonomiques, des chaises de gaming, il y a des chaises assis à genoux, il y a des ballons aussi. Y a-t-il une chaise meilleure que d'autres ou selon la constitution peut-être de la personne, tu penses quoi là, par rapport justement aux différents types de chaises qui sont offertes? Deux choses. Premièrement, je vous dirais que j'oserais avancer que 80% des endroits, c'est pas plus, où je vais, ils ont des bonnes chaises, mais qui sont pas ajustées. C'est-à-dire que les gens n'ont pas ajusté la chaise parce qu'ils ne comprennent pas, ils ne connaissent pas et ils ne savent pas comment l'ajuster et ils savent pas quoi chercher. Donc, le choix de chaise, il y a des milliers de types de chaises. Ce qui est important, c'est vraiment qu'elles puissent respecter la posture de référence que je vous ai mis dans la diapo. Donc, il faut que le dos soit appuyé, il faut que l'assise soit supporte les cuisses, il faut que les avant-bras puissent permettre d'avoir les coudes près du corps. Fait que quand on part de cet ancrage-là pour choisir une chaise, ben là, il faut que ça soit compatible pour être capable d'adopter cette posture-là. Mais ce qui est important, je reviens à la formation, il faut que les travailleurs comprennent comment ça fonctionne. Parce que, par exemple, je peux faire du travail informatique, mais la hauteur d'une surface de travail est différente du travail manuscrit. Fait qu'il faut que l'employé monte ou baisse sa chaise durant sa journée pour s'ajuster à sa tâche. Et ça ne peut que passer par la formation, qui comprennent un peu comment ajuster, comment faire la relation entre ce que je suis en train de faire et ma chaise. Fait que la chaise, ballon, les chaises genoux, super, mais 10 minutes. Il n'y a pas d'appui pour le dos. Donc, prendre le ballon un petit 10 minutes une fois de temps en temps pour renforcer les abdominaux, c'est bien, mais c'est d'être assis sans dossier 8 heures, c'est une journée complète où est-ce que notre musculature travaille sans cesse. Et là, on veut donner des repos là-dedans. Oui, oui. Je pense que c'est de doser. De doser, de respecter la posture, mais de changer de posture et de doser. Tu sais, les chaises genoux, c'est intéressant, mais toute la journée, sans appui au niveau du dos, ça amène une fatigue musculaire qui est là. Donc, on peut faire une alternance. Hein? Puis, il y en a qui me disent, ben moi, je suis sur une chaise de cuisine, mais j'ai vu des gens sur des chaises de cuisine ultra confortables qui s'étaient acheté un petit coussin lombaire puis qui réussissaient à être très bien positionnés par rapport à leur table, puis qui se sont très bien tirés de ça durant le premier confinement. Maintenant, il faut voir à long terme, est-ce que on n'a pas besoin de mieux s'équiper justement quand ça va devenir régulier, là. Puis, tu l'as bien dit, hein, il y en a qui ont pris des chaises de cuisine, puis ils ont réussi à s'adapter. C'est correct aussi, en autant qu'on réussisse avec ce qu'on a à adapter en termes de hauteur, puis de confort, puis de support. Oui, tout à fait. Tu sais, souvent, la problématique, c'est l'adéquation entre la hauteur de la chaise et la hauteur de la surface. Fait que, si notre surface, puis à la maison, on n'a pas toujours des surfaces faites pour le bureau. La même chose pour la luminosité, qui n'est pas du tout pensée pour le travail à la maison. C'est vrai. Donc, cette adéquation-là est importante. C'est pour ça que si j'ai une chaise ajustable en hauteur, ça me donne un peu plus de choix dans la maison, table de cuisine, la desserte, tout ça, l'îlot, bon, tout ça. Mais c'est sûr que j'ai des gens qui s'organisent sur des fauteuils à la maison où ils sont très, très bien, ils sont très bien assis. Ils réussissent à avoir une courbure du dos bien droit, d'être bien supportés. Puis ça fait aussi, puis ils vont pas nécessairement avoir de l'équipement très spécialisé pour le portable et tout ça. Ils vont mettre une boîte décorative, des livres en dessous de leur portable ou en dessous de leur écran. L'important, c'est vraiment de regarder comment mon corps travaille en interaction avec ces équipements-là. Et ça peut changer dans le temps, ça peut changer aussi selon la tâche. C'est pour ça que j'insiste sur, c'est pas tout de tout placer le poste de l'employé. Parce qu'une fois que tout ça s'est déplacé pour X raison, ou que ses besoins changent, ou qu'il y a une nouvelle douleur qui apparaît, c'est lui qui doit générer ses solutions pour trouver comment. C'est lui qui est la première ligne de ces symptômes. Absolument. Qui doit agir, en fait, rapidement. Oui. On me pose une question par rapport justement à la position debout. Tu en as parlé un petit peu tantôt. Travailler debout, c'est bien, mais quand je travaille debout, je reste droite, je change de jambe, je mets des petites boîtes pour me lever, je le fais pas. Qu'est-ce qui est le mieux quand on travaille debout? Dans le fond, je vous l'ai dit, moins de pression dans le bas du dos debout, mais c'est certain que si on commence, si on est debout longtemps, puis qu'on commence à s'accoter sur une hanche, s'accoter sur l'autre hanche, là, on est plus capable d'être debout. Notre musculature a besoin d'une pause. Donc,
de toute façon, le travail debout, quand on fait un choix de travail debout versus travail assis, ben, les deux maintenus ont des facteurs de risque. OK? Il y a 20 de plus d'énergie qui est dépensée debout. OK? Il y a 15 battements de plus à la minute au repos debout. Donc, il y a quand même des enjeux debout qui font que ça va être énergivore aussi et ça ne sera pas nécessairement la posture qui va favoriser un état de concentration ou, comme je vous disais tantôt, l'utilisation de la souris et l'utilisation des souris à dessin. On a besoin de fixer notre tronc sur une chaise, sur un dossier pour bien utiliser le bras, dans le fond, au niveau dextérité. Donc, le travail debout en alternance peut être intéressant pour couper la sédentarité puis augmenter la capacité vasculaire. Donc, on est debout, on ouvre la cage thoracique, mais c'est aussi une gestion. Là. Donc, on peut l'insérer, mais c'est pas à tout prix la solution parce que ça vient aussi avec la gestion de ça. Okay? La gestion de je me lève, je m'assis, je me lève, je m'assis, quand est-ce que je le fais? Puis idéalement, ça, on peut rester debout 15-20 minutes. Quand on sent qu'on commence à s'accoter, là, c'est faut se rasseoir. On peut aussi, pour maintenir la courbure plus longtemps, avoir un petit tabouret où est-ce qu'on alterne un pied sur le tabouret, on alterne une jambe et l'autre. Ça va favoriser de maintenir la posture dans le bas du dos plus. Ça peut être une solution. On me pose une question, puis c'est très pertinent. On voit souvent des claviers qui sont pas droits, hein, qui sont un petit peu en V, toutes sortes de souris. Ces équipements-là, t'en penses quoi? Tous les équipements ergonomiques sont conçus pour essayer d'aller chercher justement une posture le plus neutre possible. Okay? L'exception qu'on a dans la posture neutre, c'est vraiment clavier-souris parce que, je ne sais pas si vous voyez, mais la posture neutre des coudes, c'est vraiment les pouces dans les airs, hein, d'où les fameuses souris verticales et tout ça. On voit plus en plus de souris qui ont un angle comme ça de 70 degrés et donc les claviers courbés sont aussi dans le sens d'aller alléger la tension au niveau du coude. Okay? Si on n'a pas de problématique, on peut, à travers nos habitudes, à relâcher plus souvent la souris, relâcher les bras, faire des micro-pauses, on peut réussir. Hein? Mais si on a des problématiques quand même bien installées au niveau des coudes, des fois, ces outils-là peuvent être nécessaires ou en tout cas plus importants. Maintenant, les souris, je veux dire, les claviers qui sont courbés, les gens qui n'ont pas leur doigté trouvent ça difficile parce que le contact visuel avec la touche est beaucoup moins facile et à ce moment-là, il faut bouger beaucoup pour bien regarder. Et au niveau des souris, je vous donne mon petit truc là. La souris, souvent, les souris standards, là, on va les prendre avec l'index ici. Mais si on permute les boutons et qu'on prend la souris davantage sur le côté comme ça, on va reproduire en fait une posture beaucoup plus au neutre. Donc, on peut, par des trucs très simples comme ça, aller chercher des bonnes postures. Mais quand on est conscient de ça aussi, on va relâcher, faire des étirements. La dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est les claviers courts. Puis il y en a qui se disent clavier court, clavier long. Si on n'utilise pas le pavé numérique à droite, c'est vrai que le pavé numérique sur un clavier éloigne beaucoup la souris à droite. Oui. Donc, c'est un des facteurs importants au niveau des douleurs à l'épaule. Donc, d'avoir la souris à gauche, c'est un avantage quand même important. D'avoir une souris rollerball, ça va être aussi un autre enjeu. Mais tout simplement, en changeant notre habitude par rapport à la souris à droite et en bougeant le clavier, encore là, ça vient avec la prise en charge, hein, de comprendre un peu le facteur de risque. Mais ça peut être aussi des éléments qui sont intéressants. Oui, le clavier tendu, j'en ai subi un petit peu les conséquences. Je sais de quoi tu parles. On me pose une question ici, puis c'est super intéressant parce que moi-même, je me suis déjà posé la question. Qu'est-ce que tu penses des lunettes pour la protection de la lumière bleue? Très intéressant, on le voit de plus en plus. La luminosité, là, c'est un enjeu important en ergonomie de bureau parce qu'on fait une tâche qui est très fixe. Hein? Donc, la distance de mon équipement, la luminosité va avoir un impact sur mes postures parce que mon œil, lui, veut bien voir. La lumière bleue, c'est un peu ça, ça va aller faire une fatigue, en fait, visuelle. Quand il y a une fatigue visuelle, il y a une tension, il y a des symptômes qui vont nous amener encore dans une tension physique. Donc, ce qu'il faut faire attention, c'est que les lumières bleues,
On peut avoir ce genre de lunettes-là selon. Il y a des travails qui sont pas compatibles, hein, comme l'infographie, ceux qui ont besoin de voir le rendu des couleurs, mais aussi, il y a dans notre écran la possibilité de modifier la configuration de l'écran pour qu'elle envoie moins justement de lumière bleue. Il ne faut pas avoir les deux non plus. Il faut faire attention à ça. Un bon ajustement de lunettes, c'est important. De bien comprendre si j'ai des foyers ou des lunettes spécifiques à l'ordinateur. Il y a des façons différentes d'ajuster notre équipement en fonction de ça. Et la vision est intimement reliée au coût. Hein. Le coût est au service de votre vision. Donc, si vos lunettes sont mal ajustées, que les branches sont toujours dans votre vision, les branches de vos lunettes, ça va avoir une incidence sur vos postures, donc c'est important. Mais la lumière bleue, si on fait beaucoup d'ordinateurs, ça peut être, puis qu'on est fragile à la fatigue visuelle, ça a effectivement beaucoup de, ce que je constate, là, c'est mes clients qui sont munis de ça, ça a des enjeux importants sur la fatigue. Tu viens de me faire penser à quelque chose au niveau de la lumière bleue puis des lunettes et du coup, effectivement, mais c'est pas rare de voir des vieilles personnes comme moi-même avec un double foyer faire ça comme ça pendant de longues périodes. Je me surprends moi-même souvent à regarder, puis j'ai le cou tiré vers l'arrière, mais le double foyer est fait comme ça pour qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais faire pour m'ajuster puis pas me retrouver dans cette position-là? C'est sûr que selon le type de vision que vous avez, là, parce que c'est sûr que, tu sais, quand on analyse, là, on regarde un petit peu est-ce qu'il y a des troubles visuels, tu sais, au niveau myopie, presbytie, tout ça. Mais en général, l'œil balaye environ 20 à 30 degrés sous l'horizontale. Donc, si je trace une ligne horizontale de mon regard, ça balaye 20 à 30 degrés en dessous. Donc, il faut ajuster notre écran en fonction de ça. Si j'ai des foyers dans mes lunettes, ben, ça va abaisser, en fait. Mon œil va chercher à s'enligner avec ce foyer-là. Fait que selon la forme de mes lunettes, la grosseur de mes lunettes, selon où est-ce que mon optométriste, que mon opticien a mis le foyer dans mes lunettes, il va falloir peut-être baisser l'écran. Il y a des gens aussi qui utilisent leurs lunettes pour voir de loin pour leurs écrans, puis d'autres que c'est leurs lunettes pour voir de proche. Donc, c'est important de bien auto-évaluer notre habitude par rapport à ça. Donc, on va tricher un peu plus pour ceux qui ont des foyers, puis on va baisser l'écran plus bas que la ligne horizontale du regard. Hein. Ce qu'on souhaite, c'est que le regard arrive en haut de l'écran parce qu'on balaye 20 degrés sous l'horizontale. Mm-hmm. Quand on a des foyers, on veut tricher puis le baisser un petit peu plus. Tantôt, tu as parlé de luminosité de la pièce, puis j'ai deux questions qui se complètent en fait. Il y a une personne qui dit les lampes de luminothérapie, est-ce qu'elles peuvent être recommandées pour des pièces plus sombres? Puis, par rapport aussi à, il y a beaucoup d'employés qui se sont trouvés un bel espace dans leur sous-sol où il y a peu de luminosité de l'extérieur, une petite fenêtre. Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Il y a comme deux questions dans ça. Oui. Il y a la luminosité, puis il y a l'accès au regard extérieur hein, au niveau aussi. De la santé mentale. Oui. Donc, en général, ce qu'on souhaite au niveau de la luminosité, on voudrait avoir une luminosité le plus constante possible. On ne veut pas travailler dans le noir parce que dans le fond, notre objet, lequel on regarde, est lumineux. Il faut que vous compreniez que votre œil, c'est un peu comme un appareil photo. Il va gérer l'ouverture de sa pupille en fonction de la luminosité ambiante. Donc, si ma luminosité ambiante est très sombre, il va ouvrir la pupille davantage, mais je regarde un objet lumineux, donc je vais faire entrer plus de lumière et là, je peux avoir plus de fatigue visuelle en lien avec ça. Okay? Donc, je veux avoir une luminosité ambiante qui est la meilleure possible. Donc, vous voyez, moi ici, tu sais, je suis quand même une luminosité qui est généralement claire. Et là, on rentre vraiment dans quelque chose de plus compliqué au niveau de la chaleur, de la lumière. Tout ça. La lumière bleue, c'est vraiment la lumière, le spectre le plus... c'est qu'on parle de 6-8 000 Kelvin. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on veut avoir une luminosité qui est ambiante, qui est relativement stable. Okay? Ça, c'est la première chose. La deuxième, par rapport à la luminosité
Dans le les langues sous-sol que vous m'avez parlé, oui. là. Non, mais les langues que vous m'avez parlé, Oui, c'est important, c'est qu'on veut, par rapport aux reflets puis aux éblouissements, on ne veut pas voir une ampoule, l'ampoule nue, on ne veut pas l'avoir directement dans l'œil, ni avoir un reflet direct du soleil qui va venir se répercuter dans notre œil. Fait qu'on veut éviter les éblouissements, on veut éviter les reflets, on veut éviter les ambiances qui sont trop sombres. OK? En général, on souhaite, si on est dans une fenêtre, on souhaite avoir la fenêtre perpendiculaire à nous. Mais quand on est dans un sous-sol, puis que la fenêtre est beaucoup plus loin de nous, on pourrait se mettre face à la fenêtre un peu plus loin pour favoriser cet aspect-là de regarder dehors puis d'avoir une impression d'être un peu moins encabané. Mais déjà d'avoir une belle lumière franche en choisissant, dans le fond, les Kelvin, plus autour de 3500, 4000, qui est plus la lumière de fin ou de début de journée, là, ça va favoriser, dans le fond, qu'on va se sentir moins encabané aussi dans notre sous-sol. OK. J'ai une dernière question peut-être, si j'ai le temps. À quelle fréquence on devrait prendre des pauses? La recommandation, c'est de se lever 3 à 4 fois à l'heure. Cognitivement, on dit de plus en plus qu'il faudrait prendre nos pauses plus aux heures qu'une fois dans la journée. Mais au niveau du changement de posture, c'est 3 à 4 fois à l'heure. OK. Et c'est fort intéressant. On pourrait parler, je pense, toute l'avant-midi sur le sujet. Merci infiniment pour cet atelier qui, je l'espère, a su répondre à beaucoup de questions de la part des participants. Donc, merci beaucoup, Pascaline, pour cette présentation. Ça a été un plaisir. Donc, je conclue juste en vous disant que développer la pensée ergonomique là, à travers le savoir, ça peut être une solution plus à moyen long terme avec vos travailleurs. Absolument. Donc, je vous ai mis les grands éléments en fait, au niveau de la conclusion. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Ça a été un plaisir de partager avec vous là, ce qui est ma passion, en fait, là, au niveau de l'ergonomie. Donc, voilà. Bonne journée. Merci.